Le réquisitoire tombait jeudi dernier. La condamnation est tombée ce matin. Ce ne sont plus à 10 ans, mais à 5 ans que Boualem Sansal est condamné en Algérie, la moitié. Mais Emmanuel Macron compte sur l'humanité et le bon sens des autorités algériennes. Ce sont les mots du président de la République. Verdict prononcé en présence de l'accusé Boualem Sansal, 80 ans. Comme en première instance, le parquet algérien a de nouveau requis en appel 10 ans de prison à l'encontre de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal. Bonsoir Caroline Baudry. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Boualem Sansal dans les geôles du régime algérien depuis le 16 novembre dernier. La constitution algérienne décrète la liberté d'expression et on fait un procès pour de la littérature, dénonce Boualem Sansal qui risque une décennie de prison. Boualem Sansal, vous êtes essayiste et haut fonctionnaire, membre du comité stratégique de frontières. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Plutôt bien. Écoutez, moi ce que j'observe, c'est que deux phénomènes qui vont dans deux directions opposées. Il y a une islamisation de la France qui va à son petit chemin tranquille, il n'y a rien qui l'arrête, elle ne s'arrêtera pas, il faut en prendre conscience, il faut peut-être envisager de devancer l'islamisation de au moins 2-3 coups, parce qu'ils ont pris beaucoup d'avance. Et puis l'autre phénomène, c'est l'État qui recule, c'est la société française qui recule, qui cède du terrain, croyant que c'est une façon, que ça pourrait être une façon d'arranger les choses, de négocier. Non, on ne négocie qu'en situation de victoire. On ne se met pas dans une situation de défaite et on va pour aller négocier. Alors, il faut affirmer des positions claires. C'est à partir de ça qu'on négocie. Écoutez, si c'est des petites actions comme ça, pas face auxquelles on installe des mesurettes, on est parti comme ça pour un siècle. Non, c'est au sommet que les choses doivent changer. Il faut il faut renouveler la haute hiérarchie française. Voilà. Il faut un président qui soit capable de donner un cap qui soit clair. Et d'être très clair dans ses discours et en mettant en direction de la société des signaux clairs. Que fait Macron ? D'un côté, il encourage l'islamisme et de l'autre, il vide la France de toutes ses capacités de souveraineté, de résistance. Il faut en finir. Il faut sortir. C'est par là qu'il faut commencer, c'est par la tête. Ça, c'est la grande stratégie des islamistes. C'est qu'ils changent tout le temps de mode opératoire. Leur objectif principal, c'est de désorienter la société. Que vous ne puissiez pas réfléchir, que vous êtes omnubilé par le danger, par la peur. Et puis là, ils font de vous ce qu'ils veulent. Un coup, ils tirent à droite, un coup, ils tirent à gauche, devant, derrière. Et vous ne savez plus où aller. Mais ils ont parfaitement réussi. La société française est totalement désorientée. Je reviens à ce que disait tout à l'heure, c'est le capitaine qui mène le bateau, c'est pas le gars qui est dans la soute qui rame. Il ne suffirait pas parce qu'il passera dans la clandestinité. Ils sont déjà dans la clandestinité, ils ont toujours oui, c'est pas une organisation officielle déposée par au niveau de l'État, etc. Oui, absolument, oui. C'est un message, à condition qu'il soit suivi de 1001 autres actions. Ça sert à quoi d'interdire par décret le mouvement des frères musulmans ? Ce ne serait pas plus intéressant de fermer toutes les mosquées ? Contrairement à ce qu'on croit en France, la mosquée n'est pas un lieu de culte, c'est un lieu de gouvernement. C'est là que se décident les stratégies, les idées philosophiques, c'est là qu'elles tout se décide. Voilà, etc. Ils ont une loi propre à eux. Il faut différente de celle de la France. Il faut un statut spécial de la mosquée, il faut y travailler. Si on considère que c'est une institution qui fait partie de la France, il faut une loi française pour définir ce qu'est la France. Et comme dans le temps, il y a eu des lois françaises pour définir ce qu'est la synagogue, ce qu'est l'église, il faut faire pareil pour la... Et n'oubliez pas que la mosquée est un lieu de culte autour de laquelle gravitent une multitude d'associations culturelles, sportives, économiques, etc., etc. Comment ils faisaient avant la construction de toutes ces mosquées ? Les musulmans, en général, font leur prière chez eux. Voilà. La mosquée, c'est juste pour les cas tout à fait exceptionnels, l'Aïd, des choses comme ça. Voilà, c'est 2 fois, 3 fois dans l'année. Voilà. En tout cas, il faut une loi française pour définir le statut de la mosquée. C'est quoi la mosquée ? C'est quoi l'imam ? C'est quoi ? C'est une définition qui vient d'où ? Elle est française, elle vient d'où ? D'Arabie Saoudite. On ne peut pas fonctionner sous l'égide de 2 lois
contradictoires. La loi des hommes et la loi de Dieu, c'est pas possible. Elles seront en confrontation de manière permanente. Que ferait-il pour le statut de la femme? Que ferait-il pour l'héritage? Que ferait-il pour des tas de thèmes? C'est toujours l'islam qui l'emportera. Est-ce qu'il faut appliquer les mêmes mesures à la religion juive qu'à la religion musulmane? Mais absolument, il n'y a aucune raison de traiter l'islam d'une manière spécifique. On lui ouvre toutes les portes, et après on s'étonne qu'il se répand, qu'il renforce son influence et qu'à un moment donné, il soit tenté de prendre le pouvoir. On l'encourage à cela. Donc voilà, et donc il faut négocier avec les autorités musulmanes, mais lesquelles encore une fois, il faut savoir quelles sont ces... le judaïsme est quand même plus concentré comme religion. L'islam est diffus, il y a les chiites, les sunnites, les malikites, etc. Il faut définir, choisir des interlocuteurs et ne pas se faire imposer des interlocuteurs. Et avec eux, négocier sur un concordat, une règle. Tout aux musulmans en tant qu'individu et en tant que nation. Mais c'est ce que je dis depuis 20 ans, mais absolument. L'islam est une religion comme une autre, enfin entre guillemets, c'est une religion comme une autre, elle doit être traitée selon le même processus. La France est laïque, elle doit l'être à l'égard du christianisme, à l'égard du judaïsme, mais aussi à l'égard de l'islam. Et les musulmans, y compris les musulmans croyants et tout ça, ils sont tenus de respecter cette loi. On ne va pas attendre qu'ils veuillent bien respecter la loi. Non, ils sont tenus de respecter la loi. Il y a quelques jours, une professeure s'est fait gifler après avoir demandé à son élève de retirer son voile en classe. Qu'est-ce que vous avez comme regard sur ce qui s'est passé, sur cette violence de la part d'une élève? Face au voile, face au burkini, face à mille et une choses, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris des mesurettes. C'était pas ça qu'il fallait faire. Il fallait, au sommet de l'État, affirmer de manière claire, nette et non négociable ce qu'est l'État français, ce qu'est la République. Et tout le monde doit s'appliquer à respecter ces règles-là. Mais sinon, tous les jours, des petites provocations de gamines, de gamins, des petites réactions par-ci, par-là. Il faut sortir de cette situation et clarifier ce qu'avait fait Napoléon à cette époque-là. Oui. Il y avait aussi beaucoup d'agitation, beaucoup de confrontation entre les communautés, d'incompréhension. Puis, à un moment donné, Bonaparte a pris l'affaire en main, et puis voilà. Est-ce que, dans le cas où, par exemple, on dirait on ferme toutes les mosquées de France, est-ce que vous n'auriez pas peur qu'il y ait une révolte phénoménal, que en fait il y ait des soulèvements dans les quartiers, que ce soit la guerre civile en France à cause d'une telle mesure? Je ne crois pas que ça aille jusque-là. Non, ça, je ne crois pas. En Algérie, au pays musulman, où les musulmans vraiment sont ultra majoritaires, durant la guerre civile, et même avant, et après, on a fermé énormément de mosquées. Toutes mosquées soupçonnées d'être salafistes ou ceci ou cela ont été fermées. Il y a eu des réactions individuelles, mais mais on peut se rappeler de ce qui s'est passé avec l'affaire Naël. Il y a un travail pédagogique qui se fait avant. C'est pas Macron ne va pas se lever un matin pour dire allez hop, avant midi, on ferme toutes les mosquées. Non, c'est un processus politique de discussion. On vérifie que à peu près tout le monde est d'accord sur l'objectif. La méthode, ça peut discuter. L'échéancier peut se discuter. Et ainsi de suite. Et on met en place des mécanismes amortisseurs. C'est tout un travail qui se fait. On ne décide pas comme ça. On est quand même dans un État organisé et qui a le souci du futur. Le passé est passé, mais on a beaucoup le souci du futur, des enfants, et donc on veille effectivement à ce que... Mais il ne faut pas craindre le dérapage. Des dérapages, il y en a tout le temps. Des sorties de route, il y en a tout le temps. Voilà. Donc, il ne faut pas craindre cela, il faut y aller. Aujourd'hui, c'est quand même une communauté qui est très importante en France et qui sont souvent, justement, qui restent en communauté, donc qui sont en masse. Si jamais il y a ce genre de mesures qui a à être prises, ils descendront dans les rues. Il y aura de grandes manifestations et ça pourrait se reproduire. Alors même si c'est pas le cas n'est pas le même concernant Naël, on voit quand même que quand certaines personnes descendent dans les rues, c'est pour casser, pour détruire, que ce soit les fenêtres, les pavés. On a vu les dommages que ça a causé au niveau de ces manifestations. C'est un risque quand même qui est énorme. Oui, mais bien sûr, il y a toujours des risques. Et si vous ne faites rien, quel est le risque? Il est encore plus grand.
Parce que là, on va tranquillement vers l'islamisation. Et puis un beau jour, vous verrez que c'est fini. Les islamistes sont à l'Assemblée nationale, ils ont la majorité, et du coup, ils peuvent suspendre la Constitution, etc. Donc il faut évaluer les risques des deux côtés. Mais encore une fois, je vous dis, il y a un travail pédagogique. Il faut d'abord une autorité qui fixe le cap, qui annonce les choses. Il faut les annoncer de manière claire. Et puis ensuite, on met en place les mécanismes à tous les niveaux, à l'Assemblée, le gouvernement, les associations, la presse et tout ça, pour préparer le terrain. Même si l'État met des choses en place, aujourd'hui, on voit quand même, notamment dans les écoles, on a des témoignages de professeurs qui disent mais ils ont peur de faire régner ces règles-là, par peur justement d'avoir des répercussions. Mais en fait, ils ont moins peur des islamistes et de la réaction de ces gens-là que du fait que l'État et l'administration les abandonnent. C'est ça qui leur fait peur. Ou d'être lâchés en cours de route et puis de se voir ostracisés, et puis on leur met quasiment une cible dans le dos. Les gens sont prêts à agir à leur niveau, mais à condition que leur hiérarchie les soutienne. Mais souvent, l'administration est lâche, le pouvoir politique est lâche, c'est des matamores, ils parlent, et puis au moment où il faut vraiment montrer... soutenir ces gens-là, justement, alors ils sont aux abonnés absents. Voire pire, ils dénoncent leurs propres fonctionnaires et ils les sanctionnent. Ils ont moins peur des islamistes que de leur hiérarchie. Totalement. Moi, je considère que c'est un traitement dégradant, primo. Secondo, je considère que c'est une provocation d'un certain nombre de milieux intégristes contre la République. Et par conséquent, la République a gagné, elle va gagner encore une fois. Ça sera interdit. Et on le fera non seulement pour empêcher une absurdité qui consiste à accepter l'idée qu'une femme considère qu'elle est un enjeu, un gibier, qu'un homme ne peut la regarder qu'avec un œil de prédateur. C'est obscène, cette histoire de burqa. Ça part de l'idée que les hommes ne sont que des prédateurs. Alors, qui se souvient de Mélenchon laïque? C'était il y a 14 ans maintenant, on peut dire qu'il a bien changé. L'insolence, l'agressivité, la haine, à peine masqués, les laïcards de la 25e heure, qui tout d'un coup se réveillaient, qui n'ont jamais un mot à dire pour les abus des autres religions, qui tout d'un coup n'ont rien à dire quand le président de la République lui-même va à la messe dans le stade à Marseille, alors même que le pape a dit qu'il venait à Marseille et pas en France, et ainsi de suite. Alors moi, tous ces pseudo-laïcs, en réalité, sont juste des islamophobes, et au début, on voulait pas du mot, parce qu'on disait on a le droit de critiquer l'islam comme on a le droit de critiquer le christianisme. Et moi, ce qui m'a rallié au mot, figure-toi, c'est phobie, parce que j'ai dit ces gens se comportent d'une manière irrationnelle, pulsionnelle, et jusqu'au meurtre, jusqu'à l'indifférence aux autres. Donc oui, c'est le bon mot pour désigner ce que c'est, c'est-à-dire une phobie. Alors évidemment, on a dit vous cherchez une clientèle électorale, parce que bien sûr les autres n'en cherchent pas, tu comprends ? Non, ils ne vont pas chercher l'avis de ceux qui sont islamophobes pour en faire leur clientèle électorale, qui sont à la limite de l'extrême droite, et parfois même ont vraiment un pied dedans. Je n'ai pas l'intention de perdre une seconde de plus à considérer des gens qui n'ont pas la moindre bonne foi dans ce qu'ils racontent, et qui ne cherchent qu'à mépriser et rabaisser. La protestation contre l'humiliation des femmes qui portent un foulard soit bien portée jusqu'au bout par ceux-là même qui portent une perruque ou je ne sais quoi. Non. Alors que les gens assument leur position, vous avez le droit de ne pas aimer l'islam, vous avez le droit de ne pas aimer les musulmans, mais vous déguisez pas en laïc parce que vous ne l'êtes pas.